Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Je me présente, je suis le professeur Ahmed Sali, responsable du cours de module électromagnétisme dans le vide pour la filière SMP S3. Alors le plan de cette présentation sera structuré de la façon suivante. Alors on commence par des exemples d'application pour quelques formes de circuits. Alors notamment le champ magnétique créé par un fil infini, champ magnétique créé par une spire circulaire en un point M de son axe, champ magnétique créé par un solénoïde de longueur finie en un point intérieur de son axe. Alors on passera ensuite aux propriétés locales du champ magnétique. Alors on montre que la divergence de B égale à 0 est une des propriétés fondamentales du champ magnétique. On montre ensuite que le flux du champ magnétique à travers une surface fermée est nul. On abordera ensuite le potentiel vecteur. Ce potentiel vecteur est lié au champ magnétique B par la relation B égale rotationnelle de A. Alors on donne dans un premier temps une définition de potentiel vecteur. Alors ensuite, on passera au calcul de potentiel vecteur pour les trois types de distribution de courant. Alors on commence par le potentiel vecteur créé par un courant filiforme. Ensuite, potentiel vecteur créé par une distribution surfacique. Et on terminera par le potentiel vecteur créé par une distribution volumique. Champ magnétique créé par un fil infini. Alors considérons un fil infini parcouru par un courant permanent d'intensité I. Alors comme le montre cette figure, le courant I est constant, il est dirigé alors de bas vers le haut. Alors le but c'est de déterminer le champ magnétique créé par ce fil en un point M qui est situé à une distance ρ est égal à A égale à OM de point O appartenant au fil. Alors avant tout calcul, alors il est très utile de réaliser une étude préliminaire, à savoir une analyse des symétries de la distribution de courant pour connaître rapidement la direction du champ magnétique. Autrement dit, il faut chercher un plan de symétrie ou un plan d'antisymétrie afin de connaître directement la direction du champ magnétique. Alors dans un deuxième temps, il faut faire une analyse des invariances pour réduire le nombre de coordonnées spatiales dont dépend le champ magnétique, c'est-à-dire il faut faire donc une étude d'invariance par translation et par rotation afin de réduire le nombre de coordonnées dont dépend le champ magnétique. Alors donc commençons par le premier cas, ça veut dire recherche d'un plan de symétrie ou d'un plan d'antisymétrie afin de déterminer la direction et le sens du champ magnétique B. Alors donc le fil il a une forme cylindrique, on peut donc utiliser le coordonnées cylindriques. Alors donc soit ER, Eθ et EZ, donc les vecteurs unitaires de la base cylindrique. Alors ici M c'est le point où on veut déterminer le champ magnétique. B donc il est distant du point O de ρ qui est égal à A. Alors ce que vous voyez donc ici en vert, donc c'est le plan contenant le point M qui est formé par les vecteurs unitaires ER et E de Z. Alors ce plan là donc c'est un plan de symétrie de la distribution de courant et par conséquent donc le champ magnétique B il est en M, il est perpendiculaire donc à ce plan, ça veut dire perpendiculaire au plan formé par ER et EZ, donc il est porté selon la direction Uθ. Alors en effet, soit P, donc un point de fil, et donc il possède un élément de courant EdL. Alors P' sont symétriques par rapport au plan MERE de Z. Alors il est caractérisé par l'élément de courant EdL'. Alors on remarque que l'élément de courant EdL au point P' il est symétrique à l'élément de courant EdL au point P et par conséquent donc le plan MEREZ est un plan de symétrie de la distribution de courant et par suite le champ B donc il est perpendiculaire à ce plan, donc il est porté par la direction Eθ. Alors la recherche donc d'un plan de symétrie ne permet pas de déterminer le sens du champ magnétique, donc nous donne une idée uniquement sur la direction du champ magnétique.
Alors donc, pour déterminer le sens du champ magnétique, donc il faut appliquer donc la règle de tire-bouchon ou bien la règle de Biot et Savart. Alors ici, donc, il faut faire donc le produit vectoriel de EDL et de PM. Alors ce produit vectoriel donc, alors donne un sens qui est selon Eθ. Ou bien si on applique la règle de tire-bouchon, il faut l'appliquer dans ce sens, c'est de EDL vers M. Donc c'est dans ce sens, alors on tourne dans ce sens. Donc le sens, il est entrant, donc il est selon le vecteur Eθ. Donc le champ magnétique BM, alors égal à BM fois Eθ. Alors on peut également donc déterminer alors un plan d'antisymétrie, mais un seul plan d'antisymétrie, ça ne suffit pas pour déterminer donc la direction du champ magnétique. Alors ce plan-là, c'est le plan formé par ER, Eθ. Alors ici vous avez un point P caractérisé par l'élément EDL. Alors P', c'est la symétrie de P, donc il possède un élément de courant EDL, point P'. Alors la symétrie de EDL, alors il est dans ce sens, symétrie de EDL au point P par rapport au plan MER, Eθ. Alors on remarque que la symétrie de EDL, il est opposé à l'élément de courant EDL'. Donc ce plan-là, alors le plan, alors ici désigné par la couleur, disons bleue, alors c'est un plan d'antisymétrie alors de la distribution de courant et par conséquent le champ magnétique elle appartient à ce plan. Alors je rappelle qu'on n'a pas besoin de chercher ce plan-là parce qu'un seul plan ça ne suffit pas et premièrement il faut commencer par la recherche d'un plan de symétrie de courant. Alors ce plan-là, comme on l'a montré, c'est le plan ER-EZ. Donc le champ magnétique il est porté par le vecteur Eθ. Alors donc dépendance du champ magnétique vis-à-vis de coordonnées ρ, θ et z. Alors ici donc c'est l'étude de l'invariance. Alors la distribution de courant est invariante par translation et par rotation autour de OZ. Alors ça veut dire qu'on a une symétrie cylindrique, donc la distribution de courant G de ρ, θ, z est égale à G de ρ selon E de z. Alors ici vous avez le fil, donc si on se place par exemple ce point-là, on fait une translation, on va trouver toujours la même distribution de courant également, puisque ici le fil il est infini, donc on va toujours trouver la même distribution de courant, donc la distribution de courant ne dépend pas de la variable z. Alors également, si on se place par exemple en ce point P, on fait une rotation, on va se trouver un autre point P', alors qui est caractérisé par la même distribution de courant, puisque la distribution de courant elle est uniforme, alors pour tout le fil, elle est la même, donc ne change pas. Donc, la distribution de courant ne dépend pas de θ et par conséquent, le champ magnétique ne dépend pas également de θ. Alors donc, la distribution de courant ne dépend ni de θ ni de z et par conséquent, la distribution de courant, elle dépend uniquement de la variable ρ. Et d'après le principe de Curie, le champ magnétique également ne va dépendre que de la variable ρ. Alors on a donc B de M égale à B de ρ fois Eθ avec ρ qui est égal à A. Alors donc le but c'est de calculer le champ magnétique créé par le fil en un point M. Donc alors on commence premièrement à calculer le champ magnétique élémentaire D2B créé au point M par un élément P' qui est égal à DL. Alors comme l'on montre ici cette figure, donc ça c'est P' est égal donc à D de L. Donc alors cet élément donc il va créer au point M un champ magnétique élémentaire D2B qui est bien sûr alors dirigé selon le vecteur unitaire Eθ qui est entrant ici marqué par symbole croix. Alors donc D2B est égal à mi0 sur 4P et DL produit vectoriel U sur R carré avec U est égal au vecteur PM sur PM, ça c'est la loi de Biot et Savart. Alors le module donc, on va chercher le module DB, donc c'est mi0 sur 4P et DL R carré. Alors D de L produit vectoriel U, c'est le module de L fois le module de U. Le module de U c'est un vecteur unitaire, donc égal à 1. Et l'angle entre DL et U c'est alpha, donc c'est
dl sinus alpha sur r carré avec r qui est égal à p de m. Alors on a alpha est égal à θ plus p sur 2 comme le montre alors la figure ici. Donc alpha c'est l'angle entre pp' et le vecteur unitaire u, donc est égal à cet angle droit plus θ. Cet angle θ c'est le même que cet angle là. Donc d de b est égal à mi0 sur 4pi et dl cos θ sur r carré. Alors donc pour déterminer le champ magnétique B total créé par tout le fil, donc il faut essayer donc de choisir une variable d'intégration. Ici on a donc dl qui est égal à dz, on a la variable θ et on a r. Donc on va choisir comme variable d'intégration, c'est la variable θ. Donc on va essayer d'exprimer dl en fonction de θ et r en fonction de θ. Alors donc ici on a O de P c'est Z, D de OP qui est égal à PP' est égal à D de L est égal à D de Z. Alors on cherche donc tangente de θ, tangente de θ c'est côté opposé, donc ça c'est OP c'est Z. Alors sur A, donc DL égale à DZ, donc on tire ici que DL égale à DZ, donc est égal à A sur la dérivée tangente prime de θ, c'est 1 sur cos carré θ, donc dθ, donc DL égale à A sur cos carré θ dθ. Donc on a exprimé dz en fonction de θ, il reste à exprimer r en fonction de θ. Or ici on a cos θ est égal à A sur r, donc on peut tirer 1 sur r d'ici qui est égal à cos θ sur A. Alors le champ magnétique total créé donc par tout le fil est B de M est égal à l'intégrale dBm pour tout le fil. Alors donc le fil il est infini, donc on intègre de moins l'infini à plus l'infini, donc égal à mi0 sur 4pi l'intégrale cos θ sur A fois dθ. Donc en remplaçant 1 sur R par son expression, d de z par son expression, on obtient donc ici cos θ sur A dθ. Et θ bien sûr, donc c'est ici pour un fil infini, donc c'est θ ça varie entre moins p sur 2 et p sur 2. Alors intégrale de cos θ, donc c'est sinus θ. Alors on obtient finalement que le champ magnétique B est égal à mi0 sur 2pi I fois ρ qui est égal à A fois Eθ. Alors passons au deuxième cas, c'est le champ créé par une spire circulaire en un point M de son axe. Alors considérons une spire circulaire qui est parcourue par un courant A d'axe O2Z et de rayon R. Alors le but c'est de déterminer le champ magnétique créé par la spire en un point M de son axe. Alors donc toujours, donc il faut faire une étude préliminaire. Donc il faut commencer par l'étude de l'invariance. Alors ici on remarque que la densité de courant elle est invariante par rotation autour de l'axe OZ. Ici on utilise donc les coordonnées cylindriques. Alors R, θ, Z, les vecteurs unitaires ER, Eθ et E de Z. Donc la densité de courant elle est invariante par rotation autour de l'axe OZ. Par conséquent, la distribution de courant donc, ne dépend pas de θ. G de ρ θ Z est égal à G de ρ de Z. Donc, ce qui implique que le champ magnétique B de M est égal à B de ρ θ Z est égal à B est égal au champ magnétique B de ρ de Z d'après le principe de Corée. Or, ici, on a choisi le point M sur l'axe OZ. Donc, M, il a pour coordonnées, donc c'est 0, 0, Z. Donc, en coordonnées cylindriques, on a OM est égal à ρ O de ρ plus, alors Z O de Z. Alors ici, donc ρ égale à 0, puisque le point M il est situé sur l'axe OZ. Et finalement, on a le champ magnétique B de M est égal, ne dépend que de la variable Z. Alors, étude de symétrie. Alors, on commence donc toujours à chercher un plan de symétrie de la distribution de courant. Alors, la spire ici, donc, elle est contenue dans le plan ER, Eθ. Donc, un plan de symétrie, donc ER, Eθ, c'est un plan de symétrie de la distribution de courant, mais ne passe pas par le point M. Donc, il faut au moins chercher deux plans d'antisymétrie de la distribution de courant et qui passent par le point M. Alors, deux plans contenant l'axe de la spire, ça veut dire l'axe OZ, est un plan d'antisymétrie de la distribution de courant. Il y en a une infinité. Alors, en particulier, alors le plan contenant le point M,
alors formé par les vecteurs unitaires ER, E de Z, et par le plan contenant M est formé par les vecteurs unitaires Eθ et E de Z. Alors donc, et par conséquent, donc le champ magnétique il appartient au plan ER-EZ et au plan Eθ-EZ, donc il appartient donc à l'intersection des deux plans, il est donc porté par l'axe O de Z. Alors donc, on passera donc à la détermination de sens alors de champ magnétique. Alors le sens du champ magnétique, donc il est déterminé par la règle de tire-bouchon ou bien par la règle de la main droite. Alors comme le montre cette figure, alors ici vous avez un sens qui est contraire à notre cas. Donc comme le montre cette figure ici, donc le sens du champ magnétique il est donné par le pouce, donc il est dans ce sens-là. On revient à notre figure, donc en suivant ce sens-là, donc le champ magnétique il est selon le vecteur unitaire E de Z. Alors le modèle de champ magnétique créé par l'ASPIR a pour expression, donc voir TD sur E1, B est égal à μ0 sur 2, R carré plus Z carré à la puissance 3 demi fois le courant I, ou encore en fonction de θ, B est égal à μ0 I sur 2R sinus au cube de θ. Alors ici, donc, c'est exprime la variation de B de Z en fonction de Z. Alors pour Z égale à 0, alors on obtient B égale à μ0 I sur 2R, ça c'est la valeur maximale du champ magnétique B. Alors lorsque Z tend vers plus l'infini, B de Z tend vers 0, également lorsque Z tend vers moins l'infini, le champ magnétique tend vers 0. Alors troisième cas, c'est champ créé par un solénoïde de longueur finie en un point intérieur de son axe. Alors, considérons un solénoïde qui est constitué d'un fil conducteur enroulé sur un cylindre de longueur L et d'axe OZ comprenant un spire. Donc, on a un solénoïde qui est constitué par un enroulement de fil constitué par un spire. Alors, chaque tour de fil constitue une spire circulaire de rayon R et parcouru par un courant I. Alors, on désigne ici par petit n qui est égal au nombre de spires, n sur L, c'est le nombre de spires par unité de longueur. Alors donc le but c'est de déterminer donc le champ magnétique créé par ce solénoïde en un point M de son axe. Alors on commence donc par l'étude de l'invariance. Donc alors les propriétés de symétrie alors ils sont restent valables également alors pour le cas d'un solénoïde que le cas d'une spire. Alors donc la distribution de courant possède une symétrie de révolution, ça veut dire alors une symétrie donc de révolution. Et puisque M est sur l'axe OZ, alors on a R également étant vers 0. Donc le champ magnétique B au point M, Rθ, Z nous dépendra donc de Z, donc d'après le principe de Curie, le champ magnétique. Alors donc B de M est égal à BR de θ Z est égal à B de Z. Alors ici donc la distribution alors de courant ne dépend également que de Z. Alors étude de l'invariance. Alors donc on essaye premièrement de chercher un plan de symétrie de la distribution de courant. Dans le cas où il est impossible de trouver un plan de symétrie, on passera à la recherche d'au moins deux plans d'antisymétrie. Alors ici donc on a alors ce plan là c'est un plan de symétrie, ça c'est le plan qui est donc tout plan qui est perpendiculaire à l'axe de solénoïde OZ est un plan de symétrie de la distribution de courant. Alors ce plan là donc ici c'est le plan formé par ER et Eθ. Donc M c'est un point de l'axe de la spire, donc ce plan là il peut contenir le point M, donc on peut le considérer comme un plan de symétrie. Et par conséquent, donc le champ magnétique M sera perpendiculaire à ce plan, donc il est porté par l'axe O de Z. Donc le champ B est perpendiculaire à ce plan, il est donc porté par l'axe O de Z. Alors pour le sens, alors donc on suivra donc la même procédure que le cas de spire. Donc le sens est déterminé par la règle de tire-bouchon de la main droite. Donc le champ magnétique il est selon le vecteur unitaire E de Z. Alors comme le montre
alors cette figure-là, donc, alors en suivant le sens de courant, le champ magnétique, il est donné d'après la règle de la main droite, il est donné par ce sens. Et pour le sens inverse, ce sens-là, donc s'il correspond à notre cas, donc le champ magnétique B, donc il est indiqué par le pouce, il est donc suivant la direction de vecteur OZ, suivant le vecteur unitaire E de Z. Alors donc pour déterminer le champ magnétique en un point M de son axe, alors on découpe donc le solénoïde en des tranches d'épaisseur D de Z. Alors ici c'est O, c'est l'origine. Donc on prend une épaisseur ici D de Z qui est centrée au point O. Alors cette tranche, donc il contient alors D inspire. Alors pour L, ici on applique la règle de 3. Donc grand L correspond à N, c'est-à-dire pour une longueur L, on a grand inspire. Alors pour une tranche d'épaisseur dz, on a D de N. En appliquant la règle de 3, donc est égal à N dz sur L. Or N sur L sur petit n, donc le nombre de spires contenant dans cette tranche D de Z est petit n D de Z. Alors donc en s'inspirant de champ magnétique créé par une spire, alors on a le champ magnétique élémentaire donc créé par alors N dz spire, alors contenant dans cette tranche dz au point M, il est donné par dB qui est égal à mi0 N dz fois I sur dr sinus au cube de alpha. Alors ici on applique donc le théorème de superposition. Alors ici on applique on assimile que toutes les spires ici contenant dans cette tranche dz sont à la même distance donc de M. Donc c'est toujours donc c'est mi0 sur et 2r n dz et sinus et cube de alpha. Alors finalement donc en intégrant donc voir TD, alors on obtient que le module de champ magnétique B est égal à mi0 n et sur 2 cosinus alpha 1 moins cosinus de alpha 2. Alors pour un solénoïde infini, donc on a alpha 1 ça tend vers 0, alpha 2 ça tend vers pi, et par conséquent, le module de champ magnétique B se réduit à l'expression B égale à mi0 fois Ni. Alors à l'extérieur du solénoïde, on a le champ B extérieur, il est très inférieur au champ magnétique B intérieur, et pour un solénoïde infini, ça veut dire pour un solénoïde où la longueur L est très supérieure à son rayon, on a le champ magnétique B tend vers 0. Alors donc, traitons ou bien passons au cas des propriétés locales du champ magnétique. Alors montrons que divergence de B égale à 0. Alors considérons un fil de forme quelconque parcouru par un courant d'intensité I. Le champ magnétique élémentaire dB créé par un élément D de L est donné par dB égale à mi0 sur 4pi I dL produit vectoriel R sur R3. Alors soit OX, Y, Z d'un repère cartésien dont l'axe OZ est dirigé suivant DL tel que DL et DLK et R exprime un coordonnée cartésien XI plus YG plus ZK. Alors DL produit vectoriel R est égal à DLK produit vectoriel XI plus YG plus ZK. Alors donc K produit vectoriel I c'est J, K produit vectoriel J c'est moins I, donc DL produit vectoriel R c'est DL XJ moins YI. Et par conséquent, on a D de B est égal à mi0 I sur 4P DL moins YI plus XJ sur R3 qui peut encore s'écrire DBXI plus DBYJ avec DBX qui est égal à moins mi0 I DLY sur 4P R3 DBY est égal à mi0 I DLX sur 4P R3 avec R c'est la racine X carré plus Y carré plus Z carré. Alors calculons donc divergence de DB. Alors, divergence dB est égale au vecteur nabla scalaire dB. Alors, en faisant le produit scalaire, on obtient donc c'est d sur dx dbx plus d sur dy dby. Alors, donc, en dérivant d de bx par rapport à dx, on obtient d sur dx dbx, c'est d sur dx, mais 0, i ds sur 4pi moins y sur r3. Donc, alors avec r, c'est la racine de x carré plus y carré plus z carré à la puissance 1,5, on obtient 3 mi0 i sur 4pi dlxy sur R5 qui est égal à moins la dérivée d sur dy de dby. Donc,
d sur dx dbx plus d sur dy dby égale à 0. Et par conséquent, donc divergence db égale à 0. Ce qui implique que divergence de b est égale à divergence. On remplace b par son expression, c'est l'intégrale db à travers tout le fil. Alors en faisant entrer divergence à l'intérieur de l'intégrale, on obtient donc l'intégrale divergence db, quand divergence db est égale à 0, et par conséquent, donc divergence de b égale à 0. Alors passons à la deuxième propriété, c'est flux d'un champ magnétique à travers une surface fermée qui est nulle. Alors en électromagnétisme, on définit le flux de vecteur champ magnétique B à travers une surface S fermée par la relation. Le flux est égal à l'intégrale de B scalaire ds à travers une surface fermée S. Alors ici, on applique donc ce qu'on appelle le théorème de Green-Ostogatsky. Donc ce flux-là est égal à l'intégrale triple divergence de B dV. Or, divergence de B égale à 0. Par conséquent, donc le flux de champ magnétique B à travers la surface fermée S égale à 0. V, c'est le volume intérieur de la sphère fermée S, ça veut dire c'est le volume qui est délimité par la surface S, et ds, c'est l'élément normal à la surface S. Alors remarque, donc à partir de cette relation, donc on va déduire alors cette remarque. Le flux de vecteur champ magnétique B à travers toute surface s'appuie sur un même compteur est le même. Alors en effet, prenons deux surfaces S1 et S2 s'appuient sur C. Alors ça c'est la surface S1, ça c'est la surface S2. Les deux surfaces S1 et S2 alors s'appuient sur ce compteur fermé, C. Alors la surface totale c'est S est égale à S1 plus S2 est une surface qui est fermée. Alors la conservation du flux magnétique impose que, donc puisque S est une surface fermée, donc le flux de champ magnétique B à travers cette surface il est égal à 0. Alors donc le flux est égal à l'intégrale de B scalaire ds à travers S, l'intégrale de B scalaire n ds à travers S1 plus B scalaire n ds à travers S2. Donc sur la surface S1 on a n est égal à n1, vecteur n1. Sur la surface S2 on a le vecteur n est égal à n2. Alors tout ça est égal à 0. Alors donc on a n1 et n2 sont des vecteurs unitaires qui sont opposés. Donc je pose n2 est égal à moins n1, ce qui implique que le flux phi de S est égal à l'intégrale de B n1 ds moins l'intégrale de B n1 ds est égal à 0. Et par conséquent, le flux phi de S est égal à phi S1 moins phi S2 est égal à 0, ce qui implique que phi S1 est égal à le flux à travers la surface S2. Donc le flux de vecteur champ magnétique B à travers toute surface s'appuyant sur un même compteur est le même. Alors passons au potentiel vecteur, définition. Alors la divergence de tout rotationnel d'un vecteur U est nulle, c'est-à-dire quel que soit U, on a une divergence de rotationnel de U égale à 0. Alors, et puisque la divergence de B égale à 0, il existe donc un vecteur A tel que B égale à rotationnel de A d'après cette expression, donc qui est égal à nablapre du vectoriel A de M. Alors A, le vecteur A est appelé potentiel vecteur associé au champ d'induction magnétique B. Alors si B vérifie la relation B égale à rotationnel de A, alors également A' qui est égal à A de M plus gradient de F de M et aussi potentiel vecteur associé au champ magnétique B. Alors c'est-à-dire il vérifie la relation B égale à rotationnel de A'. Si on calcule le rotationnel de A', donc il est égal au rotationnel de A plus rotationnel de gradient de F de M. Or, le rotationnel de gradient de F égale à 0, quel que soit F. Donc, alors on a ici donc une infinité de solutions, quel que soit F. Donc, pour chaque F, on a une solution. Donc, pour déterminer complètement A, ça veut dire pour avoir une solution unique, alors on impose une condition dite de jauge, c'est jauge de Coulomb, c'est divergence de A égale à 0. Ce qu'on appelle, c'est la condition de jauge de Lorentz, simplifiée bien sûr en régime stationnaire, régime alors indépendant de temps. Donc, alors ici, on va essayer de déterminer la forme générale de potentiel vecteur associé aux trois types de distribution de Courant. On commence par la distribution alors de Courant filiforme.
Alors, pour un conducteur filiforme, la loi de Biot-Savart s'écrit dB est égal à μ0 sur 4pi et dl produit vectoriel u sur r carré. Or, d de L produit vectoriel u sur r carré est égal à rotationnel de dl sur r. Alors, en effet, alors nabla de moins 1 sur r, donc vecteur nabla, donc en coordonnées cylindriques, c'est ER d sur dr plus Eθ sur 1 sur r d sur dθ plus EZ d sur dz. Alors, de moins 1 sur r, donc est égal à ER d sur dr moins 1 sur r. Donc, la dérivée de moins 1 sur r par rapport à r, c'est ER sur r carré, car la dérivée de moins 1 sur r par rapport à dθ est égale à 0. La dérivée de moins 1 sur r par rapport à z est égale à 0. Finalement, on obtient nabla de moins 1 sur r est égal à le vecteur u sur r carré, avec u, c'est le vecteur unitaire e de r. Alors, donc, on revient à dl produit vectoriel u. dl produit vectoriel u sur r carré, donc c'est dl. On remplace donc u sur r carré par nabla de moins 1 sur r. Donc, dl produit vectoriel nabla moins 1 sur r. Alors, on applique la relation a produit vectoriel moins b est égal à b produit vectoriel a. Donc, est égal à nabla de 1 sur r produit vectoriel d de l. Alors, on sait que donc nabla produit vectoriel, une fonction scalaire fois vecteur unitaire u, est égal à nabla f produit vectoriel u, plus f nabla produit vectoriel u. On tire donc nabla f produit vectoriel u est égal à nabla produit vectoriel f de u moins f nabla produit vectoriel u. Alors ici, donc, on applique cette relation à nabla de 1 sur r produit vectoriel de l, avec f est égal à 1 sur r et le vecteur u égal à dl. Alors, on obtient donc dl produit vectoriel u sur r carré, qui est égal à nabla de 1 sur r produit vectoriel d de l, donc est égal à nabla produit vectoriel dl alors sur r. Donc ici, on applique f, c'est 1 sur r et u sur dl, donc c'est nabla produit vectoriel dl sur r moins f nabla produit vectoriel u, ça veut dire moins 1 sur r nabla produit vectoriel d de l. Donc, qui est égal à nabla produit vectoriel dl sur r. Alors, le second terme, il est nul, car, alors si on calcule le produit vectoriel de nabla produit vectoriel, alors d de l, alors on trouve qu'il est égal à 0. Alors, pourquoi? Parce que la dérivée de dθ sur dr égale à 0, la dérivée de dz sur dr égale à 0, la dérivée de dr sur dθ égale à 0, la dérivée de dz dθ égale à 0, et également, on a le vecteur ER, produit vectoriel ER, c'est 0. Eθ, produit vectoriel Eθ, c'est 0. Et EZ, produit vectoriel EZ, égal à 0. Et finalement, on a donc D de B est égal à μ0 sur 4pi. On remplace donc dl, produit vectoriel U sur R carré. Et dl, produit vectoriel U sur R carré est égal à μ0 I sur 4pi. Donc, nabla, produit vectoriel dl sur R. Donc, il est égal à nabla. Donc, ce sont des μ0 I sur 4pi, c'est une constante. Donc, on peut le faire rentrer à l'intérieur. Donc, il est égal à nabla, produit vectoriel μ0 I sur 4pi dl sur R. Donc, donc cette expression s'écrit de la forme nabla, produit vectoriel quelque chose, qui est égal à dB. Donc, cette expression, cette quantité ne peut être que d de A. Donc, il est égal à rotationnel d de A, ce qui implique que d de A est égal à μ0 I sur 4pi dl sur R. Donc, ça, c'est le potentiel vecteur élémentaire. Alors, donc, pour donc, un conducteur filiforme de longueur finie, le potentiel vecteur total est de la forme A de M μ0 sur 4pi, l'intégrale est d de L, avec d de S, c'est un élément de longueur d'un point P de fil, alors sur R. Alors, pour une distribution surfacique de courant, alors le potentiel vecteur donc au point M, c'est égal à μ0 sur 4pi, l'intégrale donc de l'élément de courant dc sur R. Alors ici, et d de L, c'est l'élément de courant, donc c'est l'élément de courant dc sur R. Pour donc une distribution surfacique, d de C est égal à gs ds. Donc finalement, on obtient A égale à μ0 sur 4pi, l'intégrale gs de P ds sur R, avec G de S, c'est le vecteur densité de courant surfacique. Et finalement, pour une distribution volumique de courant, le potentiel vecteur total, alors donc, calculé au point M, est égal à μ0 sur 4pi, l'intégrale triple de l'élément de courant dc sur R, donc pour tout le volume V de conducteur,
Alors, D, c'est l'élément de courant pour A. Alors, donc, conducteur volumique est égal à GV d taux avec GVC. Donc, c'est le vecteur densité de courant volumique. Et finalement, le potentiel vecteur A, crie au point M, égal à mi0 sur 4P, l'intégrale triple de vecteur densité de courant GV d taux sur R. Et merci pour votre attention.